Salut à tous, je suis Spyro le Dragon, soyez bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Il y a une question qu'on me pose souvent à chaque fois que je teste une smartwatch même, c'est Spyro, j'ai 100 balles, quelle smartwatch tu me recommanderais? 100 balles, c'est un petit peu le prix que les gens semblent prêts à mettre dans une montre connectée. Les gens raisonnables en tout cas. Et j'ai envie de dire qu'ils ont raison, parce que quitte à mettre 300 ou 400 balles dans une montre, autant acheter une vraie montre qui vous durera 30 ans et qui sera un bien meilleur investissement qu'une de ces smartwatches électroniques qui sera morte au bout de 3 ou 4 ans, y compris celle de grande marque. 100 balles, c'est un prix intéressant aussi parce que c'est le moment où on passe des montres chinoises basiques à des montres un petit peu plus chiadées. Des montres sous Android Wear qui vont être le prolongement exclusif de votre smartphone, et puis des montres sous Android tout court qui peuvent effectivement elles aussi être le prolongement de votre smartphone, mais qui peuvent aussi être comme un smartphone totalement indépendante. Aujourd'hui on va tester l'une d'entre elles, la numéro 1 D5 Pro. C'est une montre qu'on avait entre guillemets déjà testée puisque j'avais déjà testé la numéro 1 D5. Celle-ci apporte quand même son petit lot de nouveautés qu'on va regarder ensemble, et à mon sens, si je devais vous recommander une montre à 100 balles, ce serait celle-là. C'est parti pour le test. Bien voilà, donc déjà première chose, chez numéro 1, les emballages se suivent et se ressemblent puisqu'on est exactement sur le même type d'emballage que la numéro 1 D5 avec la même typo, les mêmes icônes disposées en chiffre 1. Si on regarde d'ailleurs attentivement sur le côté, on s'aperçoit qu'en fait, ils ont réutilisé la boîte d'une D5+. Vous voyez ici, on devine le fantôme du 5 et sous le P, le fantôme du plus, sur lequel ils ont juste collé une étiquette pour la D5 Pro. Mais pourquoi pas, moi je n'ai absolument rien contre ça, hein. Je trouve ça très bien de ne pas gâcher des boîtes qui peuvent encore servir. Voilà, on colle une étiquette et puis c'est très bien. Les caractéristiques techniques, vous pouvez les voir, vous pouvez faire pause dessus, mais on remarque qu'elles sont quand même assez élevées puisqu'on est sur un processeur quad-core, mine de rien, à 1,3 GHz si je dis pas de bêtises, ce qui est quand même assez colossal pour une smartwatch. L'écran fait toujours 360 par 360, il est déjà très beau sur la D5, donc il n'y a pas de raison de s'imaginer qu'il devrait avoir changé sur la D5 Pro. Les deux Bluetooth, le 2 et le 4, pour pouvoir connecter masse d'accessoires là-dessus. 16 Go de stockage, c'est assez énorme, hein. Je crois bien que même certaines grandes marques, la plupart d'ailleurs, n'atteignent pas un tel chiffre. 1 Go de RAM, je sais de source sûre qu'il en existe désormais des smartwatches qui ont le double, mais a priori, ça devrait être néanmoins largement suffisant pour faire tourner le Android 5.1 que numéro 1 a choisi. A choisi ou a été un peu obligé même de choisir, parce que s'ils n'ont pas mis le 6 ou le 7 ou même le 8, c'est parce que je crois que Google a arrêté de supporter les tout petits écrans justement à partir d'Android 6, donc ils étaient obligés de se rabattre sur Android 5.1. Vous allez voir que ça marche très bien, et je n'ai pas rencontré d'application qui était incompatible avec cette montre. Voilà, après on a le GPS, ça c'est plutôt cool, parce que là encore certaines smartwatches de grande marque ne l'ont pas, et petite chose qui est intéressante sur tous les produits de chez numéro 1 dans cette gamme-là, on a le Google Play Store directement intégré dans la montre, et on peut donc télécharger toutes les applis compatibles Android, sous réserve évidemment qu'elles puissent tourner sur le petit écran de la montre. Allez, on procède tout de suite à l'unboxing, parce qu'il n'y a rien d'autre à dire sur la boîte. Voilà, ça coulisse tout bêtement. On tombe directement sur la montre et sur son chargeur, qui sont solidaires dans l'emballage. Vous remarquerez aussi que sur la montre, il y a un film protège-écran préinstallé avec la petite languette comme ceci de protection qu'on va retirer tout de suite, mais en dessous il y a bel et bien un film de protection préinstallé, et vous allez voir il y en a un deuxième dans la boîte. Il y a pas mal de choses dans la boîte d'ailleurs. On a le câble de recharge qui est au format micro USB et qui a l'air d'être de bonne qualité en plus. On a donc le fameux deuxième protège-écran, voilà, qui est tout petit mais qui est bien pratique, parce que franchement en couper un vous-même en faisant un cercle parfait, bonne chance. Donc ça c'est sympa. Il y a un petit tournevis, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Une petite notice qui est multilangue, y compris en français, et qui, à ma grande surprise, est très bien traduite. Il y a juste quelques petites fautes d'accord, ce qui me fait dire qu'ils ont dû demander à des étudiants en français de faire la traduction, mais au moins ils ont demandé à des êtres humains de la faire. Donc elle est claire et en bon français, donc ça fait plaisir. Et puis on a un petit sachet avec 4 petites vis, donc ça évidemment c'est lié au fait qu'il y a aussi le tournevis, hein. Et ces 4 petites vis, c'est au cas où vous en perdiez une quand vous ouvrez la montre. Et alors pourquoi est-ce qu'on aurait envie d'ouvrir la montre? Et vous savez quoi, on va le faire ensemble, comme ça vous allez comprendre. Bien, alors le design est exactement le même que celui de la D5 et de la D5+. C'est le même châssis et le même bracelet, il n'y a eu absolument aucune modification d'ordre esthétique sur cette montre. Voilà, donc c'est toujours aussi propre, on est toujours sur une montre qui est entièrement en métal. Derrière,
et devant. Ici, le métal est teinté en noir, et d'ailleurs, je crois bien que la Pro, pour le moment, n'est disponible que dans ce coloris-là, mais c'est bel et bien du métal. Souvenez-vous, la D5 qu'on avait testée, elle était en coloris argenté. Alors, je ne sais pas si numéro 1 a l'intention de sortir le modèle entièrement silver par la suite. En attendant, moi j'ai fait pas mal de sites et je ne l'ai pas trouvé. Donc voilà, j'ai pris la seule couleur qu'il y avait. Je n'avais pas vraiment le choix. Mais c'est bien, comme ça vous aurez vu les deux couleurs, le silver sur la D5 et le noir sur la D5+. Je vais retirer le petit protège qui se trouve sur le fond de la montre. Un protège avec un trait rouge, ce qui est pas mal parce que ça permet d'être certain que la montre n'a pas été portée. Si vous achetez la montre et qu'il n'y a pas le sticker, c'est qu'elle a été portée, a priori. Et sur le sticker, vous voyez qu'il y a un trait rouge. S'il a subi des éraflures, qu'il est partiellement effacé ou autre, c'est également un moyen de savoir que la montre a été portée. Voilà. Et ça, normalement, toutes les marques de montres qui se respectent font ça justement pour pouvoir attester du fait que la montre est toute neuve et n'a jamais été portée par quelqu'un qui, on ne sait pas, pour avoir, je sais pas moi, une maladie de peau atroce et vous la refilez. Hein. Vous avez le mec qui a vraiment pas de bol. Voilà, donc on voit la belle construction, hein, vraiment en acier stainless absolument partout. Les plots de recharge ici à l'arrière, le haut-parleur ici et le capteur cardiaque, tout ça hein, donc sur la façade arrière. Sur le côté droit, on a le seul et unique bouton d'interface hardware de la montre. Donc ça, il n'y a pas moyen vraiment de faire plus simple que ça. Et ici, à gauche, il y a l'orifice de micro pour les conversations téléphoniques ou les enregistrements de mémos, les choses comme ça. A noter bien sûr que comme la montre est Bluetooth, eh ben, vous pouvez toujours connecter une oreillette Bluetooth pour vos conversations si vous n'avez pas envie que les gens autour de vous entendent votre interlocuteur. Voilà. Donc c'est ce que moi je vous conseille de faire parce que ça peut vite devenir casse-couille d'être obligé d'avoir le mode haut-parleur activé. Parce qu'évidemment, sur cette montre, vous n'aurez pas le choix. Hein. Si vous voulez faire une conversation téléphonique, ce sera obligatoirement en mode haut-parleur. Le bracelet est toujours en cuir véritable, mais toujours malheureusement non interchangeable. On pourrait penser qu'il l'est, hein, puisque quand on regarde ici à l'arrière, on voit les goupilles qui le maintiennent en place. Mais quand on démonte la montre, et c'est ce qu'on va faire dans un instant, hein, c'est pour ça qu'il y a un petit tournevis, vous voyez, on voit les 4 vis apparentes ici. Quand on démonte la montre, on voit que dans le bracelet partent les petites antennes GPS, GSM, etc. Donc maintenant, on va ouvrir le bousin pour voir un petit peu ce qui se cache derrière ce capot. Voilà, donc quelques coups de tournevis plus tard, on fait tomber le capot arrière de la montre, qui est d'ailleurs dans un bel acier épais et assez lourd, ça c'est plutôt bien, et on tombe donc nez à nez avec le cœur de la montre, hein, l'électronique interne, donc ça peut faire un petit peu peur comme ça, mais ce sera le seul moyen pour vous d'accéder ici au petit tiroir pour mettre votre nano SIM. Vous faites ceci, tac, vous soulevez comme ceci, hop, vous mettez votre nano SIM ici dans le petit emplacement, vous rabaissez le machin, vous poussez comme ceci, clac, et voilà, vous avez mis une nano SIM dans votre montre et vous pouvez faire des conversations ou vous connecter en 3G. Il n'y a pas de 4G évidemment pour cette smartwatch chinoise, mais déjà, vu la taille de l'écran, je pense que la 3G sera amplement suffisante pour surfer. Donc on peut voir un certain nombre de choses intéressantes. Ici par exemple, on a le connecteur de la batterie qui est situé de l'autre côté, donc il faudra encore enlever quelques vis pour accéder à la batterie, mais c'est néanmoins faisable. Et puis ici, par exemple, vous pouvez voir le départ d'une antenne qui part donc dans le bracelet ici. Même chose là, on voit une autre antenne qui part dans le bracelet ici au-dessus. Donc c'est la raison pour laquelle vous ne pourrez pas changer le bracelet sur cette montre. Mais en revanche, avec un petit peu de patience, vous pourrez changer sa batterie si vous le souhaitez. Premier point positif, numéro 1, conserver le superbe écran IPS qu'on avait déjà sur la D5. C'est un IPS 360 par 360 pixels avec une bonne luminosité et un bon contraste. C'est pas le meilleur écran que vous ayez jamais vu sur une smartwatch, il n'est pas OLED par exemple, mais compte tenu du prix de vente de la montre, c'est vraiment un très très bel écran avec une résolution qu'on pourrait qualifier de Retina, à savoir qu'on ne voit pas la matrice de pixels à l'œil nu. Ça, c'est vraiment franchement très très cool. Chaque fois que j'appuie sur le bouton ici, ça me ressort la montre de la veille, mais naturellement, la montre est également capable de se réveiller de veille en faisant ce geste, vous savez, quand on regarde l'heure, toc, la montre sort de veille. Un geste qu'il est possible de débrayer hein, dans les options de la montre, soit dit en passant. Quand on fait le geste, elle retourne plus vite en veille que quand on appuie sur le bouton, ce qui est plutôt une bonne idée, parce qu'en général, quand on fait le geste, c'est juste qu'on veut lire l'heure et qu'on n'a pas besoin de se servir des autres fonctions de la smartwatch. Après, pour l'interface, c'est vraiment super facile. Hein. Quand j'appuie sur le bouton ici, je mets la montre en veille ou je la sors de veille. Quand je fais un appui bref ici, j'accède au launcher hein, pour lancer les différentes applications, celles qui ont été préinstallées par le fabricant et celles qui ont été installées par mes soins.
Vous remarquerez que c'est d'une fluidité absolument remarquable grâce au quad-core et au 1 Go de RAM. On est vraiment confortable à ce niveau-là. Quand on fait un appui long, on peut changer le cadran. Et là, on peut bien sûr télécharger ses propres cadrans. Vous voyez, en coulissant comme ça maintenant vers la droite, je peux aller chercher des cadrans parmi ceux qui sont préinstallés. Hein, il y en a une quinzaine de préinstallés. Mais après, on peut en installer plein d'autres, comme par exemple ici, un petit cadran Homer Simpson, tac, qui suit des yeux un donut. Regardez, ses yeux suivent le donut. C'est pas des blagues. Ses yeux seront toujours sur le donut. Parce que c'est du XML, donc on peut coder des trucs assez chiadés et vraiment se faire plaisir sur les cadrans. Et là, j'ai envie de dire un petit peu, faudrait que Apple se réveille et permette de faire un peu la même chose sur l'Apple Watch, par exemple, parce que les cadrans préinstallés, ça va bien 5 minutes, mais c'est quand même plutôt sympa de pouvoir en mettre d'autres. Il y en a un Pac-Man que j'ai chopé qui était vraiment sympa. Regardez, c'est super marrant. C'est tout simple, hein. Pac-Man fait la trotteuse et puis les fantômes font l'heure. Voilà, c'est tout bête, mais c'est mignon. Et puis celui de Retour vers le futur, si vous êtes comme moi un grand fan du film, ce sera franchement super sympa. Voilà, donc on a vu un petit peu le côté physique de la montre. J'ai pas vraiment de gros défauts à reprocher à ce niveau-là, à part peut-être le fait qu'il y a quand même une bordure assez nette hein, entre le bord du châssis et l'écran. Hein. Sous le verre, ici, il y a une petite bordure qui fait 1,5 mm sur tout le contour. Mais c'est pas pire que ce qu'on a sur l'Apple Watch, où on a 2 bons millimètres dans toutes les directions aussi. Donc voilà. Après, les petits raccourcis, quand je vais vers la gauche du cadran, j'ai les différentes notifications que la montre a reçues. Donc la dernière en date, et en appuyant ici, je peux voir les autres hein, sous forme d'historique, voilà. Donc toutes les notifications, on peut les ignorer en cliquant sur la croix ou les lire en appuyant directement dessus. Et quand je pars sur la droite, j'ai le lecteur audio musical hein, pour écouter de la musique, si vous avez un casque Bluetooth encore une fois, parce qu'avec le haut-parleur de la montre, ce sera pas GG. Les fonctions sportives, rythme cardiaque et podomètre, et la météo. De la journée, mais si je fais un petit appui bref et que je pars vers le haut comme ça, je peux voir la météo de la semaine. Voilà, donc quand même, rien qu'au niveau des raccourcis, c'est plutôt du tout bon et du très complet. Maintenant, évidemment, on va relancer quelques petites applis pour voir les performances, est-ce qu'on peut jouer à des jeux, etc., etc. C'est parti. Avec 358 en single core et 1109 en multicore, le Geekbench de cette montre n'est pas vraiment flatteur. Hein. On est, je suis allé vérifier, hein, au même niveau qu'un Samsung Galaxy Nexus, qui a été mon tout premier Android Phone. C'est vous dire, ça doit remonter à au moins 5, peut-être même 6 ans. Donc, on pourrait dire qu'on est sur une config obsolète, sauf que on est sur une montre, qu'il doit donc y avoir peu de consommation énergétique pour rester dans quelque chose qui a une autonomie correcte. Et là, franchement, c'est clair qu'on n'a pas des performances de fou, mais vu la toute petite définition de l'écran, vous allez voir qu'en réalité, pour bien des tâches, c'est amplement suffisant. Alors un petit mot sur l'autonomie, parce que c'est quand même important sur une smartwatch. Je ne l'ai pas testé avec Geekbench parce que ça n'aurait eu aucun sens, on n'est pas sur un smartphone, le test n'aurait pas été cohérent. Donc j'ai utilisé cette montre pendant toute une journée, comme je l'aurais fait avec ma Huawei Watch. À la fin d'une journée avec ma Huawei Watch, il me restait entre 40 et 45% de batterie. Ici, à la fin de la journée avec cette montre, il me reste entre 25 et 30% de batterie, en ayant le même niveau d'utilisation, c'est-à-dire relativement contenu quand même. Hein. Donc, vous ne ferez pas 2 jours avec cette smartwatch, clairement. Il faudra la recharger toutes les nuits. Mais en revanche, vous n'aurez aucun mal à tenir une journée complète. Et c'est bien là l'essentiel. Allez, on va tester la puce GPS. Touc. C'est intéressant d'avoir un GPS sur une montre parce que ça permet de toujours avoir sur soi quelque chose pour pas se paumer, pour s'y retrouver. Et là, on peut voir qu'on y est presque déjà. Ça y est, voilà, j'ai un fixe en 3D. Ça n'a pris qu'une quinzaine de secondes. C'est plutôt pas mal pour un petit machin comme ça. D'autant plus que, n'oubliez pas qu'on est sur quelque chose qui est massivement en métal. Et c'est là qu'on se dit que numéro 1 a bien fait de faire passer les antennes pour le GPS, le Bluetooth, le Wi-Fi, etc. Dans le bracelet plutôt que de le laisser dans le corps de la montre. Ça permet d'avoir de bien meilleures perfs à ce niveau-là. C'est bien vu. En revanche, pas de boussole dans cette montre, et ça c'est un petit peu dommage, parce que ça aurait pu être pratique pour certaines applis, du genre retrouver sa voiture dans un parking, etc. Il faudra faire sans. Il n'y a pas non plus de gyroscope, donc vous ne pourrez pas jouer à un mini Pokémon Go sur ce petit machin-là. Ne rêvez pas. Alors habituellement c'est quelque chose que je ne montre pas dans les tests de smartphone, parce que ça va de soi hein, qu'on peut le faire, mais sur une montre c'est quand même intéressant de vérifier,
peut-on par exemple aller sur un réseau social comme Facebook et se servir de la montre avec un confort suffisant. Et ma foi, vous voyez là je suis sur ma page de la chaîne YouTube, hein, oui ça passe, je peux naviguer et voir un certain nombre de choses. Donc on peut surfer sur cette montre avec un confort évidemment tout relatif, mais c'est néanmoins possible. Vous remarquerez d'ailleurs que j'ai des bordures noires sur tout le contour de la montre actuellement, et ça c'est quelque chose que je peux supprimer en faisant un appui long ici. J'ai un petit menu qui apparaît notamment pour éteindre le téléphone ou le mettre en économie d'énergie, ou désactiver le mouvement du bracelet pour la sortir de veille, et ici je peux basculer entre un mode totalement full screen ou un mode avec des bordures pour perdre moins d'écran, parce qu'évidemment quand on est en full screen il y a davantage de coins qui sont rognés que quand on est avec des bordures. Donc c'est plus pertinent de rester en mode bordure si vous voulez une plus large compatibilité, mais si pour certaines applis vous avez envie de profiter d'un maximum de surface d'affichage, eh bien sachez que c'est également possible. Pour la lecture vidéo, je n'ai même pas eu le cœur d'essayer de mettre une vidéo 4K sur la montre, ça aurait de toute évidence pas marché. Donc je me suis cantonné à la vidéo en 1920 par 1080, et on va voir si c'est fluide du Full HD sur ce produit. Et la réponse est non. Attention, je suis en Full HD 60 fps, hein, donc ça demande beaucoup de travail de décodage au processeur, et clairement là, ce processeur, qui n'a jamais équipé un seul smartphone 1080p d'ailleurs, est trop juste pour pouvoir lire une vidéo. Après, de toute façon, est-ce que ce serait pertinent de lire une vidéo sur un aussi petit écran? Je ne pense pas. Les petits jeux comme Doodle Jump sont tout à fait jouables sur cette montre, hein, même si l'interface est un peu rikiki, et comme en plus on n'a pas besoin d'autre chose que de l'accéléromètre pour jouer à ce genre de jeu, c'est ma foi plutôt bien adapté, c'est lisible et on peut réellement s'amuser, certainement beaucoup plus qu'avec la plupart des smartwatches de grandes marques, qui ne proposent bien souvent que des jeux extrêmement nuls, hein, et totalement inintéressants. Là vous aurez vraiment accès à un très large catalogue de jeux. Mais bon, Doodle Jump ça va bien 5 minutes, on va peut-être essayer un jeu un petit peu plus chiadé quand même. Bien, alors évidemment, il serait absurde d'essayer de lancer un jeu comme Oddworld sur une petite montre comme ça, avec un petit processeur de rien du tout. Mais on va essayer néanmoins de lancer un jeu récent, à savoir ici Monument Valley 2, qui a de la 3D et qui est tactile, donc ça va permettre, 1, de voir si c'est fluide, et 2, de voir si malgré la petite taille de l'écran, on parvient à jouer quand même. C'est parti. En tout cas, le jeu s'est bien lancé. Donc ça, c'est déjà plutôt rassurant. C'est plutôt fluide et ça répond bien au niveau du tactile. Voilà. Alors, Monument Valley 2 est un excellentissime jeu que je vous recommande, hein, vraiment. Mais par contre, je trouve que l'éditeur a un peu abusé parce qu'il n'y a pas beaucoup de niveaux, hein. On finit le jeu en vraiment très peu de temps. Et c'est quand même franchement dommage. Compte tenu du fait qu'il est quand même pas donné ce jeu. Et voilà, hein, regardez, j'arrive à me déplacer, à aller où je veux. Je peux faire tourner le... Normalement, je peux faire tourner ça, non? Ça tourne pas, ça? Oui, voilà. Bon, c'est sûr que c'est un peu petit quand même. Je vous conseille, si vous voulez jouer à des jeux comme ça, d'avoir un petit stylet, vous savez, comme ceux qu'on a sur certains stylos de grande surface là, qui vous donnent à l'accueil quand vous en demandez un. Ça peut être pas mal parce que là, franchement, si vous avez comme moi des doigts boudinés, ça va être un peu chaud quand même, hein. Allez, je ne pouvais pas finir cette vidéo test sans essayer un petit émulateur. Sur la D5, on avait essayé un émulateur de Game Boy Color, et ça marchait très bien, évidemment. Ici, on va passer à une vitesse supérieure, on va essayer un émulateur de Super Nintendo. Je reçois ma petite manette de chez 8BitDo qui est connectée en Bluetooth avec la montre, et on va essayer de jouer, c'est parti. Déjà, de ce que j'ai pu voir de la démo, ça avait l'air fluide, alors on va voir. Ah, c'est extraordinaire. Ça, je peux vous dire que faire ça, ça va faire taire n'importe quel possesseur d'Apple Watch. C'est pas mal en plus, parce que comme l'écran est tout petit, on voit plus les défauts de pixelisation du mode 7 de la Super Nintendo.
Vraiment excellent. Ah mais moi je pourrais passer des heures là-dessus. Bon évidemment faire ça va assassiner la batterie de votre montre, hein, donc c'est pas quelque chose qu'il faut faire trop souvent. Mais allez une fois de temps en temps, histoire de frimer, vous sortez votre petite manette et vous jouez à Mario Kart sur votre montre devant les yeux ébahis de l'assistance. Ça peut faire plaisir quand même. Bien, on en arrive au moment fatidique de la conclusion de cette vidéo et il va falloir donner une note à ce produit. Évidemment, cette smartwatch ne joue pas tout à fait dans la même catégorie que celle qu'on a l'habitude de voir chez Apple, Samsung, Huawei, etc. Dans le sens où celle-ci joue plutôt la carte de l'indépendance totale, avec notamment son emplacement pour carte SIM et le fait de pouvoir installer toutes les applications du Play Store directement depuis la montre, parce qu'on est sur un Android complet et pas sur un système d'exploitation dédié exclusivement à un usage montre. Ça a ses points positifs, comme le fait de pouvoir lancer à peu près n'importe quoi, y compris des émulateurs, ce qui, je pense, va quand même pas mal impressionner les gens qui auront acheté une smartwatch 4 à 5 fois plus chère et qui pourront pas faire le 10e de ce que vous allez faire avec celle-là. Mais il y a aussi des choses que ces smartwatches peuvent faire et que celle-ci ne pourra pas faire. Par exemple, sur celle-ci, quand vous recevez un SMS sur votre téléphone, il apparaît bien sur l'écran de la montre et vous pouvez le lire. Mais vous ne pouvez pas y répondre depuis la montre. Il faudra dégainer votre smartphone et y répondre de votre smartphone. Même chose pour les appels téléphoniques. Vous êtes prévenu quand vous avez loupé un appel sur la montre, mais en revanche, quand vous recevez un appel, la montre ne vous prévient pas, donc vous ne pouvez pas prendre votre coup de fil sur la montre. Le seul moyen de téléphoner avec la montre, c'est d'avoir mis une carte SIM dans la montre. Donc, c'est un petit peu dommage ça, parce que je pense que c'était pas impossible de faire en sorte que cette montre réponde à des appels. Je veux dire, une enceinte Bluetooth peut le faire. Donc à mon avis, cette montre en était capable aussi, mais voilà. Chez numéro 1, on a choisi une voie, celle de la montre indépendante. On l'a assumé, voilà. Sachez quand vous achetez ce produit, que vous achetez une montre indépendante qui peut se connecter à votre smartphone et interfacer avec lui, mais avec certaines limitations. C'est un petit peu le seul reproche qu'on pourrait faire à cette montre, même si on ne peut pas vraiment lui enlever de points pour ça, puisque c'est un parti pris qui a été choisi délibérément chez numéro 1. Reste à l'arrivée un excellent produit avec de super finitions, d'excellentes performances, une polyvalence absolument au top. Il manque des petites choses comme la boussole qu'on aurait bien apprécié avoir, ou peut-être le NFC pour pouvoir faire un paiement via la montre comme on fait avec l'Apple Watch. Mais ce sont des petits points de détail. Je vais enlever une demi-étoile quand même parce que c'est quand même des petites choses un petit peu gênantes, ça, et puis aller la petite bordure aussi, j'aurais bien aimé que l'écran aille jusqu'au bord du châssis, histoire de pouvoir bien optimiser l'affichage. Il y a aussi deux, trois petits bugs, deux, trois petites choses qui peuvent être améliorées. Donc une demi-étoile en moins pour ce produit qui est excellentissime. À l'heure actuelle, pour un budget de 100 €, c'est clairement la meilleure smartwatch que vous pouvez vous acheter. Il n'y a pas photo. Et bien voilà, c'était le test de la numéro 1 des 5 Pro. Une smartwatch à la limite du no-name, mais qui n'a aucun mal à donner une leçon d'humilité à des grandes marques 4 à 5 fois plus chères. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!